Donc Arnaud va nous faire une petite presse du footprint, vraiment des bases de base. Et puis après, bah, je pense que soit avec Arnaud ou d'autres, on va rentrer dans des sujets un peu plus poussés dans les semaines à venir. L'idée, c'est que 5F a fait notamment 5F. Alors, Ben, j'ai coupé la musique d'attente d'ascenseur. Ça doit être pour toi, ça. Il y a une icône en bas. Tu dois la voir en bas à gauche. À côté de micro, etc. Ouais, donc l'idée, en fait, alors je sais pas si elles sont là, j'avais deux personnes en tête, mais là, elles regardent probablement la vidéo. C'était que ça fait que 5F a fait une présentation vraiment super sur le footprint où quand moi je la regarde, je comprends absolument tout ce qu'il dit, bien sûr, mais en fait, on a encore des questions encore plus basiques sur littéralement c'est quoi ces chiffres qu'on voit, etc. Donc je me suis dit qu'aller un pas en arrière et repartir à la base de la base, c'est quoi le marché, comment ça intervient, pourquoi le prix bouge, etc. Pour ensuite dérouler sur ce qu'est le footprint. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment appelé les bases du footprint. Ça va être des trucs hyper basiques que les trois quarts d'entre vous connaissent et vous n'en avez pas vraiment besoin. Et après, on va aller dans le footprint et je parlerai, mais assez rapidement, de deux, trois éléments qu'on peut regarder dans le footprint pour vous montrer à quel point ça peut être riche, mais à quel point on peut se perdre tellement il y a de trucs qu'on peut regarder si on commence à... Je crois que c'est, je sais pas si vous le connaissez, il y a Michael Valtos, un Américain, qui a fait un footprint et qui a sorti une vidéo et genre il y a 100 signaux différents, quoi. Donc on peut vraiment se perdre. On va juste en voir quelques-uns. Je vais aborder rapidement, parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus, sur l'absorption. Sans aller à fond, on répondra aux questions, mais comme Oz l'a dit, il y aura d'autres événements qui seront faits plus tard pour aller plus dans le détail technique. Donc là, c'est la base de la base pour qu'en sortant de cet événement ou en ayant regardé la vidéo, vous n'ayez plus aucune question sur c'est quoi ces chiffres qu'on est en train de regarder. OK. Donc ceux d'entre vous qui sont plus expérimentés, vous pouvez probablement brancher Netflix pour la première demi-heure ou les premières 20 minutes, parce qu'encore une fois, tout ce que je vais dire, vous le savez. Mais voilà, on voulait faire un truc, parce que chez TPF, on est quand même pas mal axé débutant et aider les gens, donc là, on va y aller dès le début. Donc pour commencer, je vais parler, alors on va pas y passer des tonnes de temps, mais vraiment sur, à la base, c'est quoi un marché, pourquoi le prix bouge, etc. Et en fait, on peut faire le parallèle avec le marché du dimanche matin sur la place de l'église, littéralement. Et la première partie des acteurs qui interviennent, ce sont les commerçants. Alors quand je dis commerçants, j'entends les gens qui tiennent des stands, hein, parce que je sais que quand on a nos contrats de propre firme qui sont traduits en français, ils traduisent trader par commerçant. Là, j'entends littéralement les mecs qui tiennent les stands. Et on en a de deux sortes. On a le classique, les gens qui viennent vendre leurs produits, mais on a aussi les commerçants qui viennent acheter des produits. Donc là, un parallèle avec le monde réel, c'est les boutiques qui achètent des bijoux en or contre du cash. Ce sont bien des commerçants, mais à l'achat, en plus des commerçants classiques à la vente. Et en fait, imaginons encore une fois, on est sur le dimanche matin sur la place de l'église, et il y a un commerçant acheteur et un commerçant vendeur qui se rendent compte qu'ils sont d'accord sur le prix. Bah, ils vont faire affaire tout de suite. Ils vont pas s'embêter à attendre que des clients arrivent. Ils font leur affaire entre eux et ils plient leur goal et ils rentrent chez eux faire autre chose de leur dimanche. Ok. Donc on se retrouve dans une situation où le meilleur vendeur, celui qui vend au prix le plus bas, et le meilleur acheteur, celui qui achète au prix le plus haut, ne sont pas d'accord sur le prix. Donc ils se regardent un peu en chien de faïence. Est-ce que tu baisserais pas ton prix que je t'achète, etc. Les mecs veulent pas. Donc on se retrouve dans cette situation où, encore une fois, le meilleur vendeur et le meilleur acheteur ne sont pas d'accord sur le prix. Donc là, vous voyez mon Excel, vous voyez mon écran. Ouais, Donc là, j'ai fait une liste de prix. Alors on va dire que ça ressemble à du Nasdaq. Je me suis pas embêté à mettre les ticks, hein, j'ai mis que des points. Et en fait, j'ai du texte qui est pré-préparé là-dedans. Donc disons que le meilleur vendeur, celui qui vend au prix le plus bas, est prêt à vendre à 16 000. De l'autre côté, on a le meilleur acheteur qui est prêt à acheter, mais à 15 999. Donc les deux ne sont pas d'accord sur le prix. Et vous nous entendrez souvent en footprint, mais même dans d'autres éléments, parler de diagonale. C'est ça qu'on entend par la diagonale. Parce que tout de suite,
le niveau de prix, il est là. Et on a l'acheteur et le vendeur qui ne sont pas d'accord sur le prix. Donc là, j'ai mis 8, ça veut dire que un ou plusieurs vendeurs sont prêts à vendre leur Nasdaq à 16 000. Après, on a une deuxième série de vendeurs, enfin un ou plusieurs vendeurs qui sont prêts à vendre à 16 001. Okay, donc les gens qui vendent à 16 001, ils savent bien, ils se rendent bien compte que pour vendre leurs produits, il va d'abord falloir que cela dégage. Parce que si un acheteur débarque maintenant, bah, il ne va pas acheter à 16 001, puisqu'il y en a à vendre à 16 008. Okay, et là, j'ai rajouté d'autres chiffres. Donc on a le troisième meilleur vendeur, quatrième meilleur vendeur, etc., etc., etc. Du côté de l'achat, c'est la même chose. On a le meilleur acheteur qui est prêt à acheter à 15 999. En dessous, on a le deuxième acheteur. Et ces gens-là, avec les 12 contrats qu'on a ici, ils savent bien que pour pouvoir acheter, il va d'abord falloir que ceux qui sont prêts à acheter un peu plus cher aient dégagé du marché. OK ? Donc là, j'en ai rajouté d'autres. Et ce que je suis en train de dessiner, et j'espère que c'est à peu près clair pour tout le monde, mais c'était le but de la présentation, c'est le fameux DOM. Alors, d'ailleurs, anecdote, les Anglais disent pas DOM, ils disent DOME, parce que c'est le Depth of Market. Ce sont les fameux ordres limites. Donc, ce sont des ordres en attente. Donc, nous, on n'est pas dans le carnet parce qu'on est souvent en simulation, mais imaginez que vous êtes sur le marché réel. Si vous placez un ordre limite à 16 003, bah, le 9 va se transformer en 10. OK ? Là, on parle d'acteurs et d'ordre passif. Pourquoi ? Parce que tout de suite, si rien ne se passe, il n'y a pas l'autre type de commerce, l'autre type d'acteur qui arrive, bah, rien ne se passe, le prix ne bouge pas. Ça, ce sont tous des offres, des ordres qui sont en attente à l'achat. Les gens sont prêts à acheter et ces gens-là sont prêts à vendre. Mais tous ces ordres sont des ordres en attente. Ils attendent que quelque chose se passe. Et en tant que tel, encore une fois, si le dimanche matin, les clients ne sont pas encore là, ben, les stands sont là, mais il ne se passe strictement rien. Et parce que c'est un terme technique qu'on utilise souvent, les fameuses données level 2, donc si sur votre DOM, ou enfin c'est le carnet aussi, hein, tout simplement, ce qu'on est en train de regarder, pour voir plusieurs lignes, donc pour voir ces lignes-là et ces lignes-là, c'est là qu'il vous faut ce qu'on appelle le level 2. Si vous n'avez pas le level 2, vous n'allez voir que le bid et le ask actuel. Donc là, en l'occurrence, le 6 et le 8. OK ? Ce côté-là, le côté des vendeurs, on appelle ça le ask. Ce côté-là, le côté des acheteurs, on appelle ça le bid. Alors ask, c'est demander, bid, c'est offrir, mais c'est pas vraiment l'offre et la demande. En fait, c'est à chaque fois l'offre, mais on a d'un côté l'offre à la vente et les offres à l'achat. Ok ? Mais là, en fait, c'est tout ça, c'est de l'offre. Et comment se rappeler, moi j'ai mis beaucoup de temps, je sais pas pourquoi, à me rappeler où était le bid, où était l'ask, où étaient les acheteurs, où étaient les vendeurs. Et en fait, le ask, donc demander en anglais, il faut le comprendre comme le prix que les vendeurs demandent aux acheteurs pour accepter de se débarrasser de leur NQ. Et le bid, c'est dans le sens, c'est le prix que les acheteurs proposent à des vendeurs pour leur acheter leurs produits. Donc les ordres des acheteurs, non pardon, les ordres vendeurs attendent que des acheteurs arrivent au marché pour les frapper. Et c'est là que vous entendrez en anglais la phrase lift the offer ou lift the ask. Et de ce côté-là, ce sont les ordres qui attendent que des vendeurs au marché viennent les frapper. Et la phrase que vous entendrez souvent, c'est hit the bid. Donc quand vous entendez un Américain dire tiens, tout de suite ça hit the bid, ça hit the bid, ça veut dire que les vendeurs agressent les acheteurs, ici. Et quand vous entendez tiens, c'est en train de lift the offer, c'est que des acheteurs sont en train de taper dans les ordres à la vente. Feed, tu n'es pas le seul. Ouais, bah moi, mon moyen technique, c'était ça. Le ask, c'est le prix que les vendeurs demandent. Le bid, c'est le prix que les acheteurs proposent. Donc, tout de suite, le prix ask actuel est de 16 000. Le prix bid actuel est de 15 999. Et si vous demandez à tracer sur votre charte une ligne horizontale qui marque le prix, vous aurez aussi ce qu'on appelle le last. Et en fait, le last, ça dépend de la dernière transaction. Donc, si la dernière transaction a été un achat à 16 000, le last va être égal à 16 000. Si la dernière transaction a été une vente à ces acheteurs-là, le last est égal à 15 999.
Donc en fait, le last, il n'arrête pas de rebondir entre le bid et le ask selon la dernière transaction. Et quand on dit qu'en futur, il n'y a pas de spread, c'est pas tout à fait vrai. En fait, il y a un spread. Là, il y a un spread de 1. Mais ce qu'on entend il n'y a pas de spread, c'est qu'il n'y a pas entre l'ask et le bid un espace qui est créé par le broker. Ce qui peut arriver, enfin ce qui arrive souvent en CFD, parce que c'est une façon pour le broker de se rémunérer, c'est de créer artificiellement, mais ça c'est dans le contrat, il n'y a pas vraiment de surprise, mais vous allez avoir des lignes vides, quelque chose comme ça, et là vous aurez un vrai spread de 5 points. Ok. Mais techniquement, le spread, il y en a un dans les futurs. Mais c'est juste qu'en général, surtout en période d'activité ou sur des carnets lourds, le spread va être d'un tick, d'un quart de point. Donc là, l'Excel, je pense qu'on le partagera. C'est exactement le même qu'avant, avec juste un peu de formatting. En général, on met le côté vert, le côté rouge, donc toujours dans le DOM. Est-ce que quelqu'un a des questions à ce stade? Les limites, j'espère que non. C'est très clair. Très clair. Bon. Donc là, j'ai redessiné un DOM. Donc c'est le même que celui qu'on avait au départ. Et maintenant, en fait, on parlait du marché le dimanche matin, on a les commerçants, mais l'autre type d'acteurs qui sont primordiaux pour que des échanges se fassent, ce sont les clients, bien sûr. Ok. Donc là, on va faire intervenir des clients. Ça, c'est notre marché avec nos commerçants vendeurs et nos commerçants acheteurs. Arrive un premier client, dédicace à notre ami Renaud, qui ne fait que des achats et qui achète 3 lots. Donc là, ce que je vais faire, c'est je l'ai mis en couleurs différentes pour pas qu'on confonde avec le DOM. Ici, j'inscris les 3 achats que Renault fait. Une fois que ces achats ont été faits, qu'est-ce qui se passe dans le DOM? Ici, il y avait 8 Alask. Renault en a acheté 3. Du coup, il en reste plus que 5. Il y en a 3 qui ont disparu. Donc, il reste 5 lots à 16 000. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du prix? Si la transaction précédente avait déjà été un achat, donc le last était déjà à 16 000, il se passe strictement rien. Ok. Si la dernière transaction avait été une vente, le last est juste passé du bid à l'ask. Donc il est passé de 15 999 à 16 000. Mais à part ça, il ne s'est rien passé. Au revoir Renault. Arrive Bilou, qui n'a pas encore bu son café, qui fat finger et qui achète 10 lots. Donc là, j'ai remis les 3 de Renault. Là, j'ai mis les 5 de Bilou. Donc dans le DOM, ici, il restait 5 lots, ce qui veut dire que Bilou achète ces 5 lots. On avait déjà les 3 achats de Renault. Donc ici, on se retrouve avec un 8. OK, 3 plus 5. Et du coup, pour acheter les 5 lots qui lui restent à acheter, Bilou est obligé d'aller voir le deuxième meilleur vendeur, qui est devenu le meilleur vendeur à 16 001. OK. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du prix? En fait, Bilou a vidé la case où il en restait 5. Là où il y en avait 12, il en a pris 5, donc il en reste 7. Et là, du coup, le last, le dernier prix, est monté de 1. OK. Donc le prix qui était à 16 000 est passé à 16 001. Et là, ce qui se passe, alors ça peut être ou un autre, oui, j'aurais dû le préciser, dans le DOM, à tout moment, des ordres peuvent arriver ou partir. Là, j'ai juste imaginé un univers en microsecondes où rien ne se passe. Et le marché ayant horreur du vide, on a les fameux market makers, mais dans le sens liquidity provider, qui vient coller, on va dire, 2 contrats ici pour que le bid, qui était l'équivalent était là, ne soit pas vide. Arrive un autre client, on va pas en faire 50 000, des comme ça, mais là, c'est un certain Tams qu'on voit plus trop, mais qui rigole pas et qui lui achète 30 lots. Même principe, ces 30 lots, ils sont là. Donc, ça veut dire qu'il va prendre les 7 ici, les 10 ici, les 9 ici, et il lui en restera 4 à prendre. Donc, il va... pourquoi 4 Voilà, ça devrait être 3. Ah non, pardon, c'est dans le DOM après. Excusez-moi, j'ai confondu. Donc, il prend ces 30 contrats que du coup, on enlève du DOM. OK? Ça veut dire que Tams, il vide cette case-là, il vide cette case-là, il vide cette case-là. Là, il en restait 7, il en prend 4, donc il en reste 3.
Donc là, qu'est-ce qui se passe au niveau du prix? Ben, pareil qu'avec Bilou, là, il a fait décaler le prix. Le prix est monté à 16 004. Et même chose, pour simplifier, je mets que des deux, mais on a un market maker qui vient remplir les cases ici. Là, pour aller plus vite, on va dire, arrive toute une série de vendeurs qui veulent vendre 50 lots. Donc 50 lots, ils sont là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces vendeurs-là viennent vider 50 lots ici, ce qui fait qu'on se retrouve avec des cases vides partout là où les cases ont été vidées. Là, il en restait 10, mais là, il n'y en avait plus que 9 à acheter, donc il en reste 1. Et même chose, on a notre market maker qui vient remplir les cases pour pas qu'elles restent vides. OK? Et en fait, dans cette partie-là, où on voit donc les ordres marchés, hein, ce que les clients viennent taper dans l'offre du DOM, et ben c'est le footprint. Donc dans le footprint, on voit en temps réel les ordres au marché. Là, on parle d'ordre actif parce que c'est des prix qui peuvent potentiellement faire bouger le prix. Si on vide des cases du DOM, on fait décaler le prix. Et pour info, parce qu'on a aussi souvent la question, pour voir ça, ce sont les ordres marchés, donc on n'a absolument pas besoin des données de niveau 2. Les flux de base suffisent. Donc de ce côté-là, si là on avait les vendeurs limites, ici on a les acheteurs market qui viennent lever l'offre à la vente. Et là, si on avait les acheteurs limites, ici on a les vendeurs market qui viennent lever l'offre à l'achat. Le footprint en anglais, c'est les empreintes de pas. Donc ce sont les traces que les acteurs au marché laissent derrière eux. Et le footprint, c'est donc ni plus ni moins que ça. Une chose, footprint versus tape, en fait, ce sont exactement les mêmes informations qu'on y voit. C'est-à-dire que ce sont les frappes au marché. Sauf que le tape, c'est une liste qui déroule. Donc là, dans notre exemple, on verrait l'achat de 3 de Renault, une ligne en dessous, l'achat de 5 de Bilou, de 10, pardon, une ligne en dessous, l'achat de 30 de Tams, et ensuite, on verrait tous les ordres qu'on a montrés à la vente. Donc, mais ça, 5F l'explique très bien. C'est des mecs d'une boîte qui se sont dit le tape, c'est super, c'est génial, mais en fait, on voudrait représenter l'information d'une façon un peu différente, et c'est eux qui... Alors, le nom de la boîte m'échappe d'ailleurs tout de suite, mais ce sont eux qui se sont dit, tiens, on va montrer ça sous forme de bougie, plutôt qu'une liste linéaire, qui, je sais que pour moi, est hyper compliqué à lire. Des questions à ce stade? Je vous avais prévenu que c'était simple. Hein. Ouais, Market Delta, exact. On va supposer qu'il n'y a pas de questions. Non, c'est parfait. Hein. Donc là, j'ai refait un autre footprint. En mettant des chiffres complètement au pif. Et on va rentrer un petit peu maintenant dans, OK, qu'est-ce qu'on regarde dans le footprint et qu'est-ce qu'on peut calculer? La première chose qu'on peut regarder, c'est le volume. Et le volume, c'est tout simplement la somme de tous les ordres. Donc là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais avec Excel. Donc on fait littéralement la somme de tous les ordres d'un côté et de l'autre. Donc ça, c'est le volume. Oui, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que le footprint se représente en bougies. Donc là, on peut imaginons que ce soit une bougie 1 minute. On a toutes les transactions qui se sont déroulées au marché et qui sont venues frapper dans le DOM sur la période de définition de la bougie. Donc ça peut être des minutes, ça peut être du reversal, ça peut être du range, ça peut être tout ce qui vous intéresse. Ok. Donc le volume, une fois que la bougie est clôturée, on peut le calculer. C'est donc la somme de toutes les transactions qui ont été faites. Mais aussi, on peut calculer, bien sûr, la somme à l'achat, donc du côté droit du footprint, et le volume à la vente, donc le gauche
la gauche, pardon, du footprint. Et arrive un des trucs les plus importants qui sont sur tous les footprints dont on parle avec Isabelle, etc., le delta. Le delta, c'est quoi? C'est la différence entre le nombre de contrats à l'achat et le nombre de contrats à la vente. Donc ici, on avait 120 du côté achat, 132 du côté vente. 120 moins 132 égale moins 12. Donc le delta, c'est ni plus ni moins que ça. Le delta cumulé, c'est quoi? Ben, on calcule le delta pour une première bougie, puis pour la bougie suivante, puis pour la bougie d'après, et on additionne tous ces chiffres. C'est ni plus ni moins que ça. Donc là, on a un delta de moins 12. Imaginons qu'à la bougie suivante, on a un delta de moins 20. Ben, le cumulatif delta, c'est un moins 32. Etc., etc. Le delta en pourcent, c'est ni plus ni moins que le delta divisé par le volume. Fil. Et le cumulatif se remet à 0 à minuit. Bah, en général, oui, parce qu'on calcule le cumulatif delta pour une session, mais après, tu pourrais tout à fait le faire reset à 15h30 si tu veux un cumulatif delta qui commence en RTH. Donc le delta en pourcentage, ça c'est quelque chose que vous verrez sur beaucoup de footprint aussi, ou sur les bougies, ou dans une table de résumé en dessous. Encore une fois, c'est le delta divisé par le volume. Le delta min et le delta max, alors ça, ce ne sont pas des choses qui sont calculées, c'est des choses qui sont observées. Pour le delta min, on va regarder pendant la minute jusqu'à combien le delta est descendu. Donc là, on est à moins 12 de delta sur la bougie. On pourrait imaginer qu'à un moment, le delta est descendu jusqu'à moins 20, mais après, il y a eu un peu d'achat, il est remonté à moins 12. Ben, dans ce cas-là, le delta min, c'est moins 20. Et le delta max, ben, c'est exactement l'inverse. C'est quelle a été, pendant la minute, la valeur la plus élevée du delta. Je vais juste introduire 2 termes en plus, même si on ne va pas en parler des tonnes, parce que c'est un des trucs que j'essaye d'utiliser en ce moment. C'est le COT high et le COT low. Alors, COT, c'est Commitment of Traders. Et en gros, c'est pour le COT high, c'est le delta qu'il y a entre le plus haut de la bougie et le prix actuel. Le COT low, c'est l'inverse. C'est le delta qu'il y a entre le plus bas de la bougie et le prix actuel. Donc là, c'est en cours d'étude. Je crois que j'avais marqué. Ouais. Donc, si vous voulez, je vous montrerai sur un chart comment c'est. C'est un des points, et là aussi, c'est une bouteille à la mer que je lance. Hein. Si des gens l'utilisent, savent comment l'utiliser, parce que je comprends très bien ce que ça dit, le COT high et le COT low. En gros, c'est l'effort qu'ont fait les acheteurs depuis le plus bas de la bougie, ou l'effort que les vendeurs ont fait depuis le plus haut de la bougie. Mais j'en suis encore à essayer de déterminer s'il y a des seuils sur lesquels c'est intéressant, qu'est-ce qui se passe quand les deux sont verts, quand les deux sont rouges, quand il y a des anomalies, etc. Donc, bouteille à la mer, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres gens qui l'utilisent, mais... Ah oui, j'avais oublié que j'avais mis ces notes parce qu'elles sont en gris très petit. Le delta pourcent, je crois que c'est Seb aussi, vous l'entendrez dire ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin que le pourcentage soit très élevé pour que ça soit un signe de force. Donc, à chaque personne son propre seuil, mais personnellement, quand je vois un delta pourcentage qui est supérieur à 20, pour moi, c'est un vrai signe de force de la bougie en cours. Donc, si on a une bougie rouge avec un delta qui est à moins 25%, par exemple, c'est vraiment que ça frappe très, très fort. Okay, donc, la limite, c'est pas 50 ou 80%. Ça, on le voit quasiment jamais. Pour moi, au-delà de 20, c'est un signe de force. Et pour le delta min et le delta max, c'est un peu la même idée. Quand une bougie clôture très proche, par une bougie rouge clôture très proche de son delta min, donc là on a un delta min à moins 12, imaginons que le delta min soit moins 14 ou même moins 15. Le delta en fin de bougie est très proche de son delta min, c'est un signe de force. Delta rate. Alors le delta rate, il faudrait que j'aille voir la formule, mais c'est une... là, tu parles de MZ Pack, le delta rate de tête, je ne me rappelle plus, mais en gros, c'est la vitesse du delta.
Mais ça, il faudra qu'on fasse un glosserie en français de tous les termes en regardant les définitions. Je sais que MZPack le montre par défaut. Alors, attends, je regarde juste s'il y a des petites questions. Delta SL et SH, Stillfoon. Je vois pas de quoi tu parles. Ah, le nom du code AI. Oui, possible. Donc, on va continuer dans les trucs de base, et c'est là que je vais parler, mais assez rapidement, des imbalances et des absorptions, parce que les deux vont ensemble. Imbalance, il n'y a pas trop de sujets sur la définition. Absorption, c'est déjà un peu plus selon le logiciel, selon l'analyste. Donc, les imbalances se lisent en général en diagonale. Pas toujours. Il y a l'option, et je sais que moi, je sais pas pourquoi, honnêtement, mais j'ai quelques potes américains qui, sur le NQ notamment, les lisent en ligne, plutôt que les lire en diagonale. Et en fait, ce qu'on va faire pour détecter les imbalances, c'est qu'on va calculer le ratio en diagonale pour chaque chiffre. Donc là, j'ai un 267 et c'est 8 divisé par 3. 350, c'est 7 divisé par 2. Donc on calcule le ratio en diagonale et la même chose dans l'autre sens. Donc là, mon 38%, c'est 3 divisé par 8. 2 divisé par 7, ça fait 29%. 4 divisé par 8, ça fait 50%, etc. Et c'est là qu'on va définir, vous l'entendrez quand on parle de la balance, on parle souvent de seuil. Alors les seuils, c'est pareil, c'est un peu au goût de chacun. Est-ce que vous voulez voir les petites imbalances, seulement les grosses, etc. Mais on pourrait se dire qu'on va utiliser 200% comme seuil. Et en fait, j'ai mis en vert tous les ratios qui sont supérieurs à 200% et en rouge tous les ratios qui sont qui sont supérieurs à 200% aussi. Ok. Et la façon dont on le représente dans les footprints, c'est tout simplement, en général, en coloriant ces chiffres. Donc les fameux chiffres coloriés que vous voyez, c'est parce que, là en l'occurrence, par exemple, le 12 est bien plus de 200% plus élevé que le 4. Donc ça, c'est un footprint avec les imbalances. Et les stacked imbalance, stack, c'est un tas, en fait. Et là, c'est pareil, c'est un niveau qu'on définit. On peut se dire que si j'ai sur X ticks de suite des imbalances, donc on pourrait dire 3, alors je colorie la zone. Donc là, on a une stacked imbalance de 5 niveaux. Là, on en a une de 3. Là, j'ai pas de couleur parce que j'en ai que sur une ligne. Donc là, si j'avais une ligne ou deux lignes, je les colore pas. Mais donc les stacked imbalance, ce sont juste des imbalances, mais qui arrivent sur plusieurs niveaux consécutifs. Des questions? Pas de questions? Pas de questions. Les absorptions. Ah, si, une question. Je te laisse la taper. Donc là, j'ai remis le footprint avec les imbalances. On va imaginer que la bougie s'est déroulée comme ça. On a ouvert ici, on est monté, on a rejeté, donc on fait une mèche et on a fini comme ça. OK? Une absorption, je mets à la MZPack parce que c'est comme ça que lui les trace. Ok, Nikos, je reviens à ta question dans 2 secondes. En fait, c'est une absorption qui va dans le sens de la bougie. Donc là, on avait une bougie qui montait. Donc, si on a des absorptions acheteuses dans ce qui s'avère être le haut de la bougie, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas encore que c'est le haut, ok. Mais là, on commence à se dire que ça peut être le haut, et à la fin de la bougie, on sait que c'est le haut. Donc c'est une imbalance, stacked ou pas stacked, ça c'est à définir, on peut le définir dans l'outil, qui arrive en fin de mouvement et qui est rejeté. Du moment que c'est rejeté, MZPack va dessiner la zone. Ok. Et ça veut dire quoi en fait? Je crois qu'on en avait parlé dans l'événement précédent. Est-ce que c'est bullish ou est-ce que c'est bearish de voir une force acheteuse en haute bougie? Et en fait, on avait discuté. Alors, si c'est pas bearish en soi, c'est pas bullish. Pourquoi? Parce que avec des imbalances acheteuses, on s'attendrait à ce que le prix augmente. Donc là, normalement, le prix aurait dû monter à 11, 12, 13. Mais là, les acheteurs ont fait un effort
qui n'a pas été récompensé parce qu'on n'a pas réussi à continuer à monter et qui a été contré, qui a été contré rapidement par des vendeurs. Ok. Donc, en général, il y a la combinaison de plusieurs choses. Soit ces tentatives d'achat-là ont été bloquées dans le DOM. Ça peut être des stop vendeurs. Oui, aussi, ouais. Ça peut. Alors, effectivement, c'est un bon point, je pourrais le rajouter. Ça pourrait être des stops de vendeurs. Mais ça peut être aussi que ces efforts-là ont été bloqués par le DOM. C'est-à-dire qu'ici, on avait plus d'ordres limite à la vente qu'on en avait en dessous. En tout cas, il y en avait suffisamment pour que ça bloque. Ça peut être une contre-attaque de l'autre côté. C'est-à-dire que les vendeurs ici disent stop. Alors, dans cette illustration, ce n'est pas vraiment le cas, parce que si c'était le cas, on pourrait s'attendre à avoir des imbalances rouges. Si vraiment les vendeurs marché avaient dit niet, on redescend. Et ça veut aussi dire que les acheteurs ici n'ont pas été protégés, entre guillemets, par des offres d'achat dans le DOM. Parce que si le DOM, un peu comme je l'avais fait dans cette slide-là, où je mettais juste des 2, 2, 2, 2, 2, imaginez que là, ça soit des 20, 20, 20, 20, 20, ben, ça empêcherait le prix de redescendre quelque part. Ok. Donc, le mouvement d'absorption et le rejet, encore une fois, c'est la combinaison de plusieurs choses, mais ça peut être que des ordres limite vente bloquent, les vendeurs agressifs contre-attaquent, et le prix n'est pas soutenu par des acheteurs limite dans le DOM. Alors, dans MZPack, donc là on parle d'MZPack qui est un des outils qui est disponible dans NT. On n'est pas en train d'essayer de le vendre, mais c'est un des vraiment bons footprints. C'est pour ça qu'on en parle. L'absorption, on peut la définir sur plusieurs plans. Déjà, le pourcentage de ratio pour que ça soit considéré comme des imbalances. Donc, on peut mettre 200, 300. Personnellement, je sais que sur le Nasdaq, j'utilise 300%. Je lui demande aussi que les imbalances sont en fait une stacked imbalance. Donc, que ça arrive sur Nasdaq, j'ai mis, je crois, au moins 2 niveaux. Donc, si c'était arrivé que sur un seul niveau, imaginons que là, c'est pas été une imbalance, il m'aurait rien tracé. Parce qu'on aurait eu un niveau, pas d'imbalance, un niveau. Moi, je lui demande de me le tracer du moment que ça arrive sur plusieurs ticks. Et enfin, on peut mettre un filtre de volume. Donc là, c'est là qu'on a eu débat et que je suis pas allé vérifier. J'ai pas eu le temps de vérifier. On peut mettre un filtre de volume et la question qu'on avait, c'est est-ce qu'il prend le volume sur les ticks ou est-ce qu'il prend le volume de l'imbalance, de la stacked imbalance. Mais quoi qu'il en soit, en jouant avec son filtre de volume, et ça je pourrais vous le montrer si vous voulez, on peut voir dans MZPack en live, on peut changer un paramètre et voir directement sur son écran sans que le chart ait besoin de se recharger, etc. Les lignes apparaître et disparaître. Donc là, c'est pas hyper scientifique. Si on a trop de lignes, ben, on augmente le filtre de volume. Si on n'en a pas assez, on le baisse. Still Food, un brainstorming sur le footprint. Bah, on pourra, mais éventuellement dans les sessions suivantes, parce que là, je voulais vraiment couvrir la base de la base, mais dans une session avec Fred, c'est ça. On pourrait tout à fait avoir plus une discussion qu'on appelle ça, qu'une présentation, quoi, sur comment on l'utilise. Moi, je sais que le code, j'ai pas encore trouvé, quoi, et j'aimerais bien trouver. Alors, par contre, je pensais que la présentation c'était demain, donc j'ai pas eu le temps de faire mon autre tab. Mais si vous allez sur le site de Trade Devils, par exemple, et que vous allez voir tous les signaux possibles et imaginables, c'est absolument horrible. Donc là, on arrive dans des trucs que je vous recommande pas forcément d'utiliser ou de les prendre un par un, mais en tout cas de pas essayer de tout suivre. Si vous voulez, je vous montrerai rapidement le footprint de Trade Devils et pour rigoler, on peut s'amuser à allumer tous les signaux et ça devient mais illisible. Donc juste quelques exemples de choses qu'on peut avoir envie de regarder. Donc c'est des termes que vous avez déjà entendus, dans Bookmap on parle notamment. Il y a les sweeps, c'est les attaques fortes sans réaction adverse.
Donc là, par exemple, j'ai modifié le contenu du footprint, mais donc là, on a des imbalances, on a quasiment rien en face, on a ce qu'on appelle les feed prints ou même les zéro print, quoique zéro print, en général, on le garde pour les bas de la bougie. Donc ça, il y a des footprints qui vous peuvent les tracer, et c'est des zones de force/faiblesse qui peuvent être visitées, mais c'est en tout cas quand un côté agresse et que l'autre réagit pas. Les zéro print, c'est quand on a un zéro en queue de bougie. Alors j'ai mis signe de faiblesse, c'est pas vraiment un signe de faiblesse, mais c'est une fin normale des enchères, on va dire. C'est normal d'avoir un zéro dans la diagonale. Et là, par exemple, là, c'est pas normal, par contre. Parce qu'on a un 8. Donc, le zéro print. L'exhaustion print, c'est des volumes faibles en extrémité de bougie. Ça peut être des signes d'essoufflement. On peut guetter un renversement, même si c'est moins cher que les absorptions. Ça, 5F en avait parlé. Moi, je suis pas un spécialiste, mais c'est les unfinished auctions. Donc, si là, on a une fin normale de bougie avec un zéro, ici, on a une fin anormale. C'est un peu comme dans le TPO, quand on n'a qu'une lettre en bas ou en haut, on se dit que ça va y revenir parce qu'on n'a pas passé assez de temps. Et là, c'est un peu pareil. On a des transactions qui sont faites sur le même niveau. On n'a pas de zéro. On s'attend à ce que ça soit revisité assez rapidement. Et ça, si on veut, mais alors des listes, on peut en faire une vingtaine. Et après, il y a aussi toute une autre série de signaux, parce que là, c'est des choses qui arrivent au sein d'une bougie. On peut aussi lire des choses au travers des bougies, donc 3 bougies successives ou X bougies successives, voir l'évolution du delta. Est-ce que le delta est de plus en plus fort? Donc, il y a énormément de choses qu'on peut regarder. Je vais vous le mettre. Je vais vous mettre le lien. Alors, c'est pas que j'essaye de vous le vendre, attention, hein. Mais si vous allez, parce que je pense que MZPack est mieux pour quelqu'un qui commence, mais si vous allez sur cette page de Trade Devils et que vous allez voir, bah attendez, je pense que peut-être, vous voyez mon navigateur là? Vous voyez l'Excel toujours? Non, non, c'est bon. On voit le navigateur. Alors je vous laisse regarder, mais voilà, les petites vidéos, les pop continus, les slingshots, les sweeps, les traps, les tails, les drops, les rise, les flips, les bon. Donc là, il y en a énormément, il y en a beaucoup trop. Et si vous allez, je crois que c'est Valtos qui a sorti récemment une espèce d'encyclopédie. Et je me rappelle plus, mais il y a plus d'une centaine de signaux, quoi, au total. Là, je regarde juste les POC, les continuous POC, les bullish POC, les POC, les value area, les gaps, les engulfing, les bah là, voilà, les zero print, les thin prints, les execution print, volume sequencing, sweeps. Enfin, on peut se noyer là-dedans. Et faut un gros doliprane avec. Bon, bah, ça, en fait, c'était mon intro du footprint. Maintenant, je vais peut-être, si vous voulez, hop, vous montrer à quoi le mien ressemble. Donc, le voyez-vous? Yes. Donc là, un peu comme Fred. Attendez, on va peut-être pour être très clair pour tout le monde. Donc là, c'est là que le MZPack est vraiment bien parce que on peut, comme je vous l'ai dit, faire des changements et les voir tout de suite à l'écran. Ok. Donc là, c'est juste pour confirmer que dans le footprint, on a bien des chiffres strictement partout. Maintenant, et je sais que Fred fait exactement la même chose. Ça m'intéresse pas tant que ça de voir tous ces chiffres, donc je les mets en transparent. Ce qui me permet de n'avoir à l'écran que les imbalances. Les imbalances. Alors sur le footprint, je les mets imbalances. Je crois qu'elles sont en 100 là, ce qui est pas beaucoup. Même en 68, alors c'est un peu exagéré. Vous voyez, et ce qui est vraiment sympa dans MZPack, c'est je change ça, j'ai pas besoin de recharger mon chart. Alors sur le footprint directement, j'ai un réglage un peu plus granulaire. Bon, il faut savoir que la façon dont je travaille, en fait, c'est que j'ai mon footprint en assez petit et je vois 5-6 bougies. Je pense que Fred, lui, il trade directement sur son footprint où là, on a besoin de plus de bougies. Mais moi, je trade sur mon chart normal que je vais vous montrer juste après. Alors là, je sais pas pourquoi il le fait plus depuis une mise à jour. C'est qu'avant, les imbalances, quand on les voyait, ah bah si, on les a vues. Voilà, les petites boules.
Donc à partir du moment où à un certain moment les chiffres ne sont plus lisibles, MZPack va automatiquement les transformer en ces petites boules pour qu'on les voit quand même. Et si on continue à zoomer, on les voit plus du tout. Et ce que vous voyez en rose et en vert, bah, ce sont les fameuses zones d'absorption. Donc là, on va en prendre une. On va essayer d'aller la voir dans le détail. Parce que là, c'est une belle grosse. Attendez, je vais essayer de l'agrandir encore un petit peu. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on décrivait. Là, il faut s'imaginer que la bougie, elle est montée, 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 montée. On a eu les absorptions 12, 7, 7, 7, 6, 5. Là, à ce stade-là, MZPack n'a rien dessiné. Parce que pour l'instant, c'est une bougie verte et on monte. Par contre, du moment où on a commencé à rejeter et à repasser en dessous des imbalances, blim, automatiquement, il va mettre la zone. Alors qui au début est pas hyper visible parce qu'elle s'arrête à la bougie. Donc ça va colorier les cases, plus ou moins. Et après, de par la nature du truc, ça peut repaint. Imaginons qu'après la descente, on soit remonté et qu'on ait fini au-dessus, la zone disparaît. Ok. Donc la zone, elle repeint plus une fois que la bougie est finie. Mais par contre, pendant la bougie, elle peut très bien repaint. Donc l'idée, c'est pas je vois des cases roses, je short. De toute façon, c'est pas l'idée du truc. Mais ça peut, voilà, encore une fois, ça peut repaint. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre en plus, là, il est pas hyper réglé parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai rajouté. Mais en général, là, je vois que j'ai pas le min-max. Et surtout, en fait, ce que je fais, c'est que je triche. Ah bah mince, je l'ai plus installé. On va prendre le temps de le faire. Excusez-moi, donnez-moi 2 secondes. Alors, MZPack a besoin du petit replay, donc des fois, ça peut être un peu long à recalculer. Ah, est-ce que ça m'a planté ma fenêtre? Non. Alors, attendez. N'hésitez pas à poser des questions pendant que je fais ça. Si vous en avez à ce stade, on va virer et on va coller le TDU. Donc là, je vous montre un autre footprint. T'as les deux en continu, toi, sur tes graphes? Pardon? T'as les deux en continu? T'as TDU et MZ. Bah, en fait, j'ai pas eu le temps de le reconfigurer, mais en fait, je mets les deux sur le même graphe. Parce que il y a le TDU, je vais vous le montrer rapidement si vous voulez, a des options qui sont vraiment intéressantes en termes de définition ou de symboles ou de couleurs. Alors voilà le Un bon TDU. processeur est recommandé, bien sûr. Ah, ouais, bah alors lui, il a pas besoin du petit replay par contre, ce qui est quand même assez cool. Enfin, je vais pas l'enlever maintenant, c'est pas la peine. Mais sur le principe, c'est globalement la même chose. Hein. Mais par contre, en termes de je vais juste vous scroll down la liste des paramètres. Ok. Et il a cette chose-là qui est vraiment intéressante. C'est qu'on peut, en tapant du code, mais c'est hyper simple, hein, c'est du if, then, etc. On peut se créer ou des couleurs custom dans la barre de résumé qui est en bas, ou on peut se créer des barres verticales qui vont venir. Attendez, je vais voir si je peux en mettre une. Alors attendez. Alors sur le ratio, on va pas le voir. Avec le petit replay, c'est pas top. Alors il a un défaut, TDU, je trouve, c'est que sa détection des absorptions est à chier. Ça marche pas du tout. Et pourtant le mec, il pourrait le faire. Hein. J'en ai déjà parlé avec lui, mais il est un peu borné le gars. Il fait quasiment l'équivalent. Alors je sais pas si on va les voir. J'ai pas de bol, j'en ai pas. Mais en tout cas, de définir des alertes et de définir il vient dessiner une bande verticale en fait autour de la bougie. Et pour ça, il est vraiment vraiment bien parce qu'avec on a accès à tous les paramètres, le code, le machin, le truc, et du coup, on peut très très facilement se créer des alertes. Et là, alors malheureusement, j'ai dû tout réinstaller, je l'ai pas encore refait, mais je m'étais créé pas mal d'alertes sur les cotes notamment pour qu'ils me highlight des colonnes dans lesquelles il s'est passé un truc. Les deux cotes sont rouges, les deux cotes sont verts. Il y en a un qui domine l'autre.
Et ce qui fait aussi, alors là par contre c'est illisible son truc, parce que enfin moi j'aime pas les icônes. Vous voyez toutes les icônes qu'il y a là, au-dessus d'une bougie? Bah, chaque icône est liée à un signal, en fait. Donc là je vais en taper 2, 3, div, poc, eggs, sec. Ah, par contre là il va pas me le faire en live. Mais en gros, vous voyez un peu encore une fois tout ce qu'il y a, les divergences, les exhaustions, les sequencing, les stack imbalance, reversal imbalance, inverse imbalance, blablabla, les delta trap, delta tel, etc. Et en fait, pour chacun de ces signaux-là, on peut définir des symboles. Donc plutôt que d'aller voir, bon, la divergence delta, elle est super simple à voir si tu veux. Mais si tu n'as pas envie d'aller lire les chiffres pour voir s'il y en a une ou pas, tu peux t'afficher des symboles. Et les zones, de couleurs. Là, je sais même pas sur les, bah là sur les des stack imbalance tout simplement, mais c'est pareil. Des zones, il peut en créer sur quasiment tout, quoi. Et en termes de look, alors je sais pas s'il a des presets qui sont bien. Donc là, il est moche, hein, mais en général, j'essaie de faire mieux. Mais là, par exemple, il a fait un truc, c'est qu'il a collé le bidasque à gauche, il a mis le volume comme Seb l'utilise par exemple, et il colorie les barres selon la couleur de la balance. Donc, ce qui fait qu'on peut même se faire. Alors, peut-être que j'ai encore mon. Non, il l'est pas. Moi, je m'étais fait un template où littéralement à gauche, j'avais rien. Voilà. Ça, c'est un footprint. Il n'y a plus aucun chiffre dessus dans la colonne. Et l'imbalance, il me la montre par la couleur. Donc là, je sais qu'il y a eu une imbalance acheteuse. Là, je sais qu'il y en a eu une vendeuse. Donc en termes de customisation, Trade Devils est vraiment mieux. Par contre, ils ont encore monté le prix. Il est à 450 $, si je dis pas de bêtises. Et moi, il y a certains trucs que j'aime bien, les alertes, les zones. Et ce que je fais en fait, alors je n'ai pas encore pris le temps de le faire, mais c'est que je le mets par-dessus MZ-Pack. Dans le TDU, j'efface, je mets tout ce qui m'intéresse pas en transparent. Mais du coup, j'ai accès à toutes mes alertes. En général, j'utilise sa table de résumé aussi. Parce que ces couleurs-là aussi, on peut les customiser avec du code. Donc notamment les delta min, delta max, je peux les faire apparaître soit par un petit icône à côté de la bougie, soit en le mettant dans ma table de résumé en bas et en mettant des couleurs bien flashy quand j'ai des plus 20% ou moins de moins 20%. Et je vais peut-être vous montrer un dernier truc, mais ça vous l'aviez déjà vu hein, pour la plupart. Donc ça c'est mon chart de trading dans laquelle j'affiche les absorptions. Donc en gros ça veut dire que j'ai tout mis en transparent ou non affiché. Et là par contre, là, tout de suite, j'ai 200 de filtres. Ça dépend le matin ou l'après-midi, mais c'est pareil. On peut, hop, tu vas me dire que là, ça m'intéresse parce que celle-là et celle-là sont apparues par rapport à 200. Donc ça dépend le matin, l'après-midi. Et on avait aussi le filtre de volume. Attendez, parce qu'il l'a changé récemment. Ça, je sais pas où elle est. Ouais, 50, c'était pour vérifier. Donc il a dû le changer, ça doit être ça. Parce qu'avant, il avait. Ah bah si, il a toujours depth. Alors depth, je sais pas trop ce que c'est. Et très récemment, FZPrint en fait a rajouté une option où on peut définir différents niveaux. Donc vous pouvez vous dire que les principales, hop, donc là j'ai fait exprès, il y en a 3000 fois trop, mais on peut montrer différentes définitions des absorptions en mettant des filtres, la longueur de la barre d'absorption. Ok, merci Fred. Donc et ça c'est une update assez récente où on peut définir différents niveaux d'absorption. Donc on pourrait décider, alors je le ferai pas sur ce chart là, mais sur le footprint pourquoi pas, de montrer les absorptions fortes et les absorptions faibles dans des couleurs différentes. Et en termes de pertinence du truc, bah ça je crois qu'on en avait déjà discuté, mais attendez, je vais faire un. Donc ça j'en avais parlé dans l'autre vidéo un petit peu, c'est que quand on est en tendance, hors de question pour moi d'essayer de jouer un reversal avant de voir des absorptions.
Le côté, les absorptions, ça se reteste. Regardez celle-là, je sais pas d'où elle vient, mais vous voyez, elle vient de la veille. Et là, on a un super retest. Ici, là, vous voyez. Donc ces zones-là, c'est vraiment enfin, c'est épouvantablement efficace. Et mes trades préférés, c'est les retests. Donc là, on a un retest qui foire. Mais là, c'est comme dans beaucoup de choses. Regardez là encore une fois. Là, on se balade entre deux absorptions. On a notre range ça nous définit notre range. Enfin, c'est fou, la puissance de ce truc. Ok, on arrive au bout de l'heure. Clair, Je sais pas limpide, si les gens... efficace. Ouais. Pardon? Je dis clair, limpide, efficace. Ah bah j'avais prévenu que ça serait basique, hein. Donc ça a Non, non, été mais, basique. non, mais franchement, c'était super. Hein. C'était clair, quoi. Les gens qui découvrent le footprint, à mon avis, ils ont capté, quoi. Et pire, ils regarderont la vidéo une ou deux fois, mais surtout si derrière tu fournis l'Excel. Ah bah là, je veux pas être méchant, mais là, s'ils ont pas capté, faut abandonner l'idée d'utiliser le footprint, quoi. Et donc on fera, alors je sais pas si on va peut-être pas créer un autre thread, peut-être qu'on le mettra un nouveau canal. Il y en a déjà assez dans le Discord, on le mettra peut-être avec l'autre Bah, l'autre présentation. presse, ouais, bah, de toute Je, façon, ouais, on est dans le même je truc. vérifie rapidement qu'il n'y a pas trop de typos dans l'Excel et puis je le partagerai. Et si vous avez des questions, bah, on pourra y répondre. Et comme on vous l'a dit, alors je sais plus, tu avais parlé, Oz, de peut-être faire un truc plus sur MZ-Pack, aller dans le détail des réglages, etc. Le pourcentage fort, bah si, j'en ai parlé un tout petit peu, Nikos, dans le dernier truc, sur mon footprint, je les mets un peu plus faibles à genre 100%, mais sur mon graphe, par contre, je les mets à 300. Parce que je veux voir que celles qui sont hyper pertinentes sur mon graphe de trading. Et dans mon footprint, je vais en voir beaucoup plus. Ouais, les réglages, bah, éventuellement, on pourra faire des screenshots, mais là, on en parlera éventuellement avec Fred et tout, pour pas non plus donner X versions des réglages sur des trucs de base, sachant que moi, je traite surtout le NQ, le S, j'ai quasiment la même chose. Mais ça, on pourra faire, ça. Partager les réglages et tout, ouais. Ouais, en plus, avec le MZ Pack, comme il vous a montré, vous affichez la petite fenêtre et vous pouvez directement faire les réglages. Il n'y a pas besoin de recharger il n'y a pas besoin de reload les data et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est super pratique ça, pour faire des tests. Moi, je suis dessus en ce moment, je l'ai acheté la semaine dernière. Et c'est vrai que c'est super simple, quoi. Tu fous la fenêtre à côté, tu fais tes petits tests, tes petits réglages, puis dès que tu as trouvé quelque chose qui te convient, tu gardes, quoi. T'enregistres. Oh, oui, celui TDU est Le un peu TDU, pardon. barge là-dessus, mais bon, c'est du luxe, hein, très honnêtement. Alors, je crois qu'il y en a, on en a deux, trois, peut-être Alain ou je sais plus. La VHT, il était un peu moins cher, mais là, ça fait 2 fois qu'ils augmentent le prix, ce qui peut justifier, hein, parce qu'il y a quand même du taf. Bah, t'imagines le côté, tu peux taper ton code et ça te fait tes alertes et tout. C'est qu'il y a vraiment du taf qui a été fait. Et d'ailleurs, j'en profite pour les utilisateurs de Sierra Chart pour vous dire que Trade Devils a aussi son footprint sur Sierra. Après, Sierra, je sais qu'on peut tout faire soi-même, mais est-ce que tu préfères y passer 3 semaines ou payer 400 balles, quoi? Un avantage du couple, bah, il est plus réglable. Le footprint de Quantaware, moi je le connais pas très bien, mais on a des gens. Par exemple, à ma connaissance, tu peux pas me montrer que les absorptions, ça va te montrer toutes les imbalances et tout, mais après c'est à toi de te rappeler. Bah, une absorption, c'est quand ça achète en bas d'une bougie rouge ou quand ça vend en haut d'une bougie verte, quoi. Il te les mettra pas dans une couleur différente, mais il est probablement plus réglable MZ-Pack que Quantaware, mais je suis pas un expert de Quantaware. Les alertes sont. Alors, pour les gens qui voudraient, parce qu'il y a plusieurs modules, moi j'ai juste le footprint de base parce que je fais pas trop du coding et tout, mais par contre, MZ-Pack, pour un peu plus cher, hein, il vend un service où on a accès à tous les signaux, donc pour les intégrer en stratégie, etc., avec des API, des API. Il y a des alertes sonores, mais par contre, elles sont pas hyper réglables. Par exemple, ouais, sur les absorptions, ça va pas te faire une alerte quant à la zone qui se dessine. Ça va te faire ça va te faire. Alors je partage plus. Ah si, je partage toujours mon écran. Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a les zones qui dessinent, mais il y a aussi les petits rectangles. Je sais pas si tu les vois, les petits rectangles roses, etc. Et en fait, c'est l'apparition des rectangles qui déclenche l'alerte sonore. Donc là, en gros, tu entends absorption, 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 absorption.
C'est à peu près insupportable. Je lui ai déjà fait un petit mot en lui demandant s'il était possible de mettre une alerte sur l'apparition de la zone et pas sur l'apparition de la case. Alors c'est peut-être moi qui sais pas le régler non plus, mais j'ai essayé de trois façons différentes. Et ça c'est peut-être faisable avec quand si tu as accès à l'API, parce que je pense que tu as accès à la création d'une zone. Je vois que Frédéric voit de quoi je parle avec les absorption, ou c'est selling absorption, enfin, bon. Donc les alertes sonores, il est clairement pas aussi paramétrable que Threat Devils. Que représente, c'est le delta rate. Le truc, je me rappelais plus comment c'était calculé exactement. Si tu parles de la petite barre, du trait vert qui apparaît, là par exemple, et là par exemple. Mais par contre sur alors le pourquoi de la couleur, oui, c'est lié à la valeur, mais le pourquoi de l'emplacement, pourquoi est-ce que cette barre commence ici et pas au début, ça, j'en ai strictement aucune idée. Faudrait que j'aille voir dans la documentation de sa version avec API si c'est pas plus décrit d'ailleurs, ces signaux. Ok, ben merci Arnaud pour la petite Bon, conf. je vous en prie. Ça roule, ben on se tient au jus. Ça marche. À Et bonne plus. journée tout le monde. Ciao. Salut, salut.